Le membre viril représente le principe actif. La semaine dernière, j'ai dit que la question posée dès le départ, c'était l'identification de cet animal qu'on appelle en égyptologie l'animal 7. Ici, le texte est de Herman Tevelt. C'était un égyptologue néerlandais. Le texte, bien sûr, est en anglais. Il a publié un ouvrage dans les années 50 en anglais qui porte sur la figure de Dieu 7. Ici, j'ai traduit en français pour que ce soit facile pour tout le monde. Voici ce que dit Herman Tevelt. Le hiéroglyphe d'un animal sétien, ou d'un animal 7, si vous voulez, ne représente aucun animal vivant réel. Il n'est pas possible de déterminer de quelle créature vivante le hiéroglyphe d'un animal sétien est issu. Il est fort douteux que le hiéroglyphe de l'animal sétien soit né d'un animal ayant jamais appartenu à la faune de l'Égypte. C'est parce que c'est cette figure appelée Seth en égyptologie qui produit l'image de Satan dans les religions récentes, je veux dire abrahamiques, disons. Donc voilà ce que dit Tevelt. Il le dit à la suite de Champollion, il n'est pas le seul. Dimitri Mex a étudié la question. Enfin bref, MacDonald a étudié la question. Ils sont nombreux, les spécialistes, à avoir tenté, comme ça, de dégager le prototype, tout au moins, l'animal qui aurait inspiré comme ça nos ancêtres pour produire cette figure. Parce qu'en réalité, effectivement, un tel animal n'existe pas dans la nature. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans un article plus récent, Tevelt, encore le même, dans un article plutôt récent, malgré les arguments en faveur de l'âne, parce qu'à un moment donné, il a pensé que c'était l'âne, parce que l'âne, évidemment, c'est l'animal de Seth en Égypte antique, ça c'est facile à découvrir, parce que des auteurs en parlent, que ce soit Diodore de Sicile, que ce soit Plutarque, il parle de la relation que Seth entretient, notamment avec cet animal qu'on appelle l'âne en français. Donc, dans un article plus récent, malgré des arguments en faveur de l'âne, Tevelt conclut qu'il vaut mieux s'en tenir à la proposition initiale de Jean-François Champollion et ne voir dans l'animal de Seth qu'un être monstrueux ou fabuleux, c'est-à-dire un être fantastique qui n'a pas existé dans la vraie vie. Cette opinion fut partagée en leur temps par Rossellini, Wilkinson, Birch, Plate et Darcy. De même, Dimitri Mex constate que si l'animal dans lequel s'incarne le dieu Seth a beaucoup sollicité l'imagination des spécialistes, aucune des hypothèses avancées n'a emporté la conviction. Il aurait toutes les caractéristiques d'un animal fantastique. Mex souligne toutefois, comme tous les dieux zoomorphes, Seth révèle une part importante de sa nature au travers d'un animal dans lequel il choisit de s'incarner. Angela MacDonald remarque que les égyptologues s'accordent à considérer que l'animal de Seth ne fut jamais une créature réelle, il n'a jamais existé que dans l'imagination des anciens Égyptiens. Donc, voici les études récentes, le compte rendu en quelque sorte, les études récentes sur cette question. Donc, si vous vous intéressez à cette question, vous ferez donc, pour parler de l'animal de Seth, il est généralement admis que c'est un animal qui n'a pas existé dans la réalité, que c'était un animal fantastique, qui n'existait que dans l'imagination des anciens Égyptiens. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Naturellement, cet animal est représenté sur les bas-reliefs égyptiens et même en hiéroglyphe. Ici, donc, vous avez deux perspectives. Le hiéroglyphe d'un animal Seth est représenté sur un bas-relief égyptien. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien honnêtement, ce n'est pas la totalité du personnage, car c'est immense. On va simplement questionner et encore survoler la question des oreilles, qui sont réellement distinguées. C'est quelque chose de remarquable chez cet animal qui n'existe pas effectivement dans la vraie vie. Mais bon, je vais faire un rappel sur le nez. Voici ce que nous disions. Nous avons présenté ce hiéroglyphe qui est le nom du nez en égyptien pharaonique. Cette graphie a un correspondant en copte. Qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est une langue aujourd'hui morte, mais qui a été parlée, disons, autour du IIIe siècle dans la vallée du Nil. Alors, cette graphie que vous avez à l'image correspond au copte shai, qui signifie nez, odorat. Pourquoi j'engage la discussion avec le hiéroglyphe du nez? C'est parce que les ancêtres distinguent le nez chez cet animal énigmatique qu'on appelle l'animal Seth. Donc, si vous voulez savoir à peu près à quoi cela peut renvoyer, il faut commencer par savoir comment ils appellent le nez. C'est la première porte vers laquelle on doit s'orienter. Si on distingue le nez, comment s'appelle le nez? Le nez se dit shai. En copte, j'avais cité un exemple qui nous vient du domaine tchadique. Par exemple, la langue Sahara au Tchad, on dit say pour dire l'odeur. Hein. C'est
C'est la lecture effective de cette graphie. On l'avait vu. لو راح اموت 100 مرة راح اعود 100 مرة مسطول الحسام. À la suite de cela, j'ai présenté le nom de l'animal 7 tel qu'il paraît sur les bas-reliefs de Beni Hassan, qui est disons, un espace géographique en Égypte aujourd'hui. Il y a des tombes qui s'y trouvent. Et dans l'une de ces tombes, on trouve représenté l'animal 7 avec son nom. Son nom, le voici. C'est le nom que vous trouvez ici à votre gauche. Le nom de l'animal 7 qui est homophone du nom du porc. On l'a vu la dernière fois parce que parfois le nom du porc a un double déterminatif. On met l'animal, qui est le porc, et on rajoute le membre viril. Parfois, le membre viril n'est pas présent. Mais ce membre viril qu'on rajoute pour le porc est fondamental, très intéressant, très important. On l'a étudié également dans le détail. Bon, à ce stade-ci, pour que les choses soient simples, si vous trouvez dans le système hiéroglyphique un thème hiéroglyphique, c'est-à-dire un nom qui désigne une chose, et le même nom avec un déterminatif différent qui désigne autre chose, cela signifie que ce sont des homographes. Les homographes rendent compte d'homophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la langue des anciens Égyptiens, si on sait comment s'appelle le porc, on sait comment s'appelle cet animal, qui est énigmatique. D'accord? Parce que ce sont des homophones, c'est-à-dire des homonymes, si vous voulez. Parce qu'ils sollicitent les mêmes signes produisant les mêmes sons. Cela signifie que si je sais comment s'appelle le porc, je sais comment s'appelle cet animal. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le mythe osirien, certaines versions du mythe racontent que c'est un sanglier qui a tué Osiris. Parce que l'épisode raconté par Plutarque, qui met en scène la question du piège, est seulement tardif, il ne paraît pas tout à fait dans les textes des pyramides. Mais enfin, dans les versions primitives, Seth, disons, se transforme, je veux dire, en sanglier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve les mêmes versions en Phénicie, avec Adonis, qui va être tué par un sanglier. D'accord? Donc, il faut savoir que le porc, c'est un animal de Seth. Seth se transforme en porc. Le porc revendique, en fait, l'univers dans lequel évolue Seth. D'accord? Vous devez le savoir. Je le dis pour que vous sachiez. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ça. Bon. Donc, mais enfin, déjà, au niveau du visuel, parce que ce sont des hiéroglyphes, donc des dessins, il faut déjà savoir pouvoir les interpréter. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans la langue des anciens Égyptiens, même si nous ne savons pas quel est cet animal énigmatique qui représente Seth, ce que nous savons, c'est que cet animal porte le nom du porc. Parce que dans le système hiéroglyphique, c'est ce qu'on appelle des homographes, sachant que les homographes produisent les mêmes sons, c'est-à-dire des homophones. Bon. À la suite de cela, nous avons solutionné la chose en long et en large. Je vais passer le détail sur ce qui n'est pas important aujourd'hui. Mais nous avions dans le système hiéroglyphique ces trois graphies. L'une désigne le nez, l'autre le porc et l'autre enfin le destin. Sachant que le nom du destin et le nom du porc sont aussi des homophones. Ça veut dire que si je sais comment s'appelle le destin, je sais comment s'appelle le porc. Sachez que même si je ne vais pas dans le détail, tous ces thèmes ont une relation intime avec Seth. Le destin, le sort, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je n'irai pas dans ce détail. Mais enfin, on va aller aux solutions pour comprendre et pour statuer sur la prononciation, car on va se limiter à cela aujourd'hui. Le nez se dit shai, je l'ai dit en introduction, qui correspond notamment au sar, C qui signifie odeur. En copte, le cochon, le porc, cette graphie qui désigne le cochon se dit ché. Hein? C'est le mot que les Malinqués utilisent pour désigner le cochon, le sanglier, le phacochère. Voilà pourquoi Seth se transforme en phacochère pour tuer Osiris dans les versions primitives du mythe. C'est C ou C en Malinqué notamment. D'accord? Donc, ça montre déjà une filiation évidemment manifeste avec le domaine soudanais, notamment le domaine mandingue. Bon, parce que c'est le même mot. Et enfin, on vérifie la chose avec le thème du destin, qui se dit aussi shai. Mais c'est un mot que le taureau au Dogon, par exemple, utilise. Shai, pour dire la chance, le destin, le sort, la fortune. D'accord? C'est cela. Et je montre l'importance maintenant du membre viril dans ce contexte. Parce que si on rajoute comme déterminatif au nom du porc le membre viril, c'est parce qu'il porte une information importante. En bassa, on dit sai, pour dire le membre viril, le phallus, le pénis chez l'homme. En malinké, on dit seya ou cheya pour dire la virilité. En bambara, c'est che ou cheya, c'est le même mot pour dire le mâle, le masculin, la virilité. Le membre viril représente le principe actif, qui est l'être de l'âme, la qualité de l'âme. Le principe de l'âme, c'est le mouvement. Et pour donner souvent un exemple, je dis observez simplement la nature. Vous verrez que quand le vent souffle, on ne sait pas qui le souffle. C'est un mouvement spontané.
c'est-à-dire le souffle de vie, c'est un mouvement spontané. C'est ça qu'on appelle l'âme. D'accord? Et l'élément qui caractérise ce mouvement spontané, c'est le membre viril, c'est la virilité. Voilà pourquoi, dans les traditions subsahariennes, notamment à Kama, nous avons ce qu'on appelle des cultes ityphaliques, c'est-à-dire des cultes qui représentent des divinités avec le membre viril en éveil. Cela, ce que ça veut dire, c'est qu'ils représentent l'âme du monde. نلتحم ببعض ونستعصي جيشكم عليه مش حيقدر لي ما بتقدر على قلبي مش حتقدر لي